Questions sur l'Europe. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Bonsoir. Selon l'UNESCO, il y a 46 millions d'Européens qui parlent une langue dite régionale ou minoritaire. Et rien qu'en France, toujours selon l'UNESCO, 75 langues sont parlées sur le territoire. 13 seraient sérieusement en danger. La Charte européenne des langues régionales et minoritaires qui a vu le jour il y a 20 ans est censée protéger ces langues. À ce jour, 24 pays l'ont ratifié, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, mais pas la France. Tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont toujours refusé cette ratification. Ils se réfugient derrière la Constitution qui prévoit dans son article 2 que la langue de la République est le français. En clair, pour ratifier la charte, il faudrait changer la Constitution, ce que les gouvernements ne veulent pas. Le dernier en date, François Hollande, préférant refermer le dossier au mois de mars, alors que la ratification du texte était dans son 56e engagement de campagne. Alors à noter quand même que la révision constitutionnelle de 2008 qui précise désormais que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, révision voulue par Nicolas Sarkozy en 2008. Alors, si la charte était ratifiée en France, elle permettrait l'utilisation de langues régionales dans plusieurs domaines de la vie publique, l'enseignement, la justice, les administrations. Ces détracteurs craignent une atteinte au pacte républicain. Faux, répondent les partisans qui fustigent un État jacobin archaïque et discriminatoire. Question ce soir, ces langues sont-elles réellement menacées de disparaître en France et en Europe, comme le laissent entendre leurs défenseurs? Une langue minoritaire est-elle un facteur d'intégration? Ne risque-t-elle pas d'être un vecteur d'exclusion, comme on peut le voir en ce moment en Belgique, au profit d'un repli identitaire? Un rapport parlementaire sera présenté demain en séance plénière. Il revendique, on verra qu'est-ce que cela signifie, une approche patrimoniale du problème. Alors pour répondre à vos questions ce soir, 4 invités sont réunis autour de la table ici au Parlement européen. François Alfonsi du groupe des Verts, Miguel Ángel Martínez, député européen espagnol du groupe socialiste, Alain Cadec du PPE France, Mathieu Grosch, député belge germanophone du groupe PPE et bien sûr Quentin Dickinson qui suit pour nous vos questions sur Internet. Questions sur l'Europe. Stéphane Leneuf sur France Inter. Et tout de suite, bien sûr, on va au standard au 01 45 24 7000 avec Isabelle qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Isabelle, on vous écoute. Bonsoir. Isabelle, oui, on vous écoute. Oui, donc je suis enseignante dans une école publique dans le sud de la France où nous avons un cursus bilingue depuis 7 ans maintenant, je crois. Et donc le cursus commence en petite section de maternelle et se poursuit jusqu'au CM2. Et donc moi je ne suis pas enseignante bilingue, mais je suis très motivée par ce cursus. Je trouve que c'est une chance inouïe pour nos enfants, pour nos élèves, et parce que je suis vraiment convaincue par le bien fondé, les avantages que le bilinguisme précoce apporte aux enfants, sur toutes les matières et au long de leur vie. Et donc, voilà, je suis vraiment défenseuse. Isabelle, une petite précision, Isabelle, vous êtes enseignante bilingue, donc en français et en occitan, c'est ça? Alors pour ma part, je ne suis pas enseignante bilingue. Je suis dans une école où il y a un cursus bilingue et il y a aussi des classes monolingues. Moi, je suis d'un site en monolingue. Et les collègues qui sont bilingues donc font la classe en occitan ou bien en français. Donc, selon les niveaux en maternelle, les élèves ont une maîtresse de français 2 jours par semaine et la maîtresse qui parle en occitan 2 jours par semaine. Maintenant, il est possible aussi d'avoir la même maîtresse qui le matin fait la classe en français, l'après-midi en occitan ou le contraire. Il y a d'autres formules. Au primaire, les enfants ont 2 maîtresses, une qui fait le français le matin, l'autre en occitan l'après-midi et le lendemain en inverse. Et il faut savoir que les contenus d'enseignement sont exactement les mêmes qu'en monolingue. Simplement, le temps de travail est partagé en deux. 12 heures, les enseignements se font en français. Pendant 12 heures, les enseignements se font en occitan. Voilà. Merci donc, Isabelle voilà. Merci Isabelle pour votre témoignage. Alors Alain Cadec, première réaction, l'enseignement en bilingue, ça marche en France? Ah oui, ça marche en France, ça marche notamment en Bretagne, puisque c'est une région que je connais bien. Pour vous donner une idée, en 1990, il y avait 2000 élèves qui étudiaient en bilingue. Aujourd'hui, il y en a 17 000, soit une progression de 750%. Donc c'est considérable.
on voit bien qu'il y a il y a un désir de beaucoup de jeunes de pratiquer à la fois la langue française, la langue de la République, et puis le breton, qui est la langue régionale, la langue de notre identité bretonne. Alors François Alfonsier, en Corse aussi, on enseigne les deux langues, le corse, le français. L'enseignement, c'est une manière de sauvegarder. Vous êtes l'auteur de ce rapport qui va être voté demain, sans doute en plénière. Et vous abordez l'aspect patrimonial. Pour quelle raison l'aspect patrimonial ? Disons que ce rapport a une justification profonde, c'est que chaque langue et chaque culture en Europe font partie du patrimoine européen et que la préservation de ce patrimoine, c'est la responsabilité de tous les Européens. Il y a certes une approche en France sur les langues régionales qui s'est développée depuis quelques années, mais je crois qu'on est encore loin du compte et que si l'on va comparer ce qui se passe en France pour le corse ou pour l'occitan et pour d'autres langues avec ce qui se passe par exemple au Pays Basque ou en Catalogne pour des situations qu'on connaît en Espagne ou même pour le français et l'allemand, au Val d'Aoste et au Sud-Tyrol, dans des régions d'Italie, je crois qu'on est très très loin du compte encore et que si on veut atteindre un objectif simple qui est que la transmission générationnelle se fasse à nouveau pour ces langues qui sont menacées de disparaître parce que justement il n'y a plus de transmission entre les générations, il faut investir bien davantage que ce qu'a fait aujourd'hui le système éducatif français. Alors on va revenir sur la France parce qu'il y a quand même des gros points de crispation. Monsieur Martinez, en Espagne, comment ça se passe? On a quand même l'impression qu'aujourd'hui les problèmes des langues minoritaires sont réglés concrètement. Réglés peut-être pas. Vous savez, de toute façon, en Espagne, il faut bien comprendre que nous avons été très nombreux qui n'appartenions ni au Pays Basque, ni à la Galice. On n'a pas parlé de la Galice, ni à Galice, ni en Catalogne, ou dans la province, dans la région de Valencia, ou dans les îles Baléares, et qui pourtant, nous avons identifié dans notre lutte contre la dictature, moi j'ai payé d'années de prison, et nous avons identifié le combat pour le droit à utiliser et à enseigner, à apprendre dans des langues qui étaient des langues régionales, qui n'étaient pas des langues minoritaires, c'était des langues qui étaient vraisemblablement majoritaires dans tel ou tel territoire. Donc c'était des langues qui avaient perdu une base écrite, mais c'était la langue dans laquelle s'exprimaient les gens. Ce n'étaient pas des langues qu'on a réinventées comme ça arrive parfois. C'était des langues qu'on a normalisées parce que n'étant pas des langues écrites parfois, c'était des langues qui s'exprimaient de façon très différente dans chaque contrée. N'est-ce pas? On a dû faire un gros effort de normalisation, sinon c'est un problème important. Il y avait la dame qui parlait de Montpellier, avec un accent d'ailleurs que j'aime beaucoup, parce que c'est quand même le mien aussi quand je parle en français. Et elle parlait de bilinguisme. Alors il y a des gens qui disent, oui, bilinguisme, oui, donc le français et l'anglais, le français et l'allemand, le français... Non, je pense que le fait d'étudier, de connaître la langue de ton terroir, c'est aussi un phénomène patrimonial, et c'est très très important. Donc je veux bien la définition de la langue de la République et la langue régionale. Je pense qu'en Espagne, il y a toujours quelques petites tensions et il y a surtout un mauvais usage que certaines forces politiques nationalistes régionales ou nationalistes espagnoles, n'est-ce pas, qui veulent exploiter le phénomène des langues, de l'usage de l'une, de l'usage de l'autre. Je pense qu'en général, le phénomène est satisfaisant. Les gens sont bilingues de plus en plus. Et moi, j'avoue que personnellement, je n'ai jamais eu de problème dans aucune de ces régions. Si l'on me parle en catalan et je réponds en espagnol, tout le monde continue en espagnol avec moi. C'est vrai que je ne suis pas de ceux qui, une fois que quelqu'un leur parlait en catalan, disaient « parle-moi en chrétien ». Comme si le catalan était une langue islamique ou je ne sais pas, n'est-ce pas? Donc, je pense que en Espagne en tout cas, dans les régions qui sont bilingues, si l'on montre un respect pour les gens qui s'expriment dans l'une ou dans l'autre,
Il n'y a jamais une réaction agressive. Non, si l'on ne respecte pas, je pense que l'on cherche. On cherche l'oise et en général, très souvent, on peut l'obtenir. Mathieu Grosch, en Belgique, il y a effectivement aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tolérance? Effectivement, on a quand même l'impression qu'il y a des grosses crispations entre les francophones, les flamands, les germanophones. Vous êtes germanophone, vous? Oui, ça dépend évidemment. Les langues en Belgique, c'est toujours un chapitre tout à fait particulier. Je dis toujours avec le chocolat, c'est un de nos meilleurs produits d'exportation, les conflits linguistiques. Mais quand on voit la réalité de plus près, il faut quand même se rappeler que la structure fédérale belge, elle est basée sur les cultures et sur les différentes langues. Ce qui fait que les uns, à la longue, on en fait vraiment un atout. Et les autres en font un problème. Et ça, il faut bien le constater en Belgique. Alors, dans la région où je suis, je dirais le fait de pouvoir enseigner en allemand, d'avoir entre-temps la justice en allemand, d'avoir un petit parlement, même des compétences communautaires qui sont gérées directement par le territoire, mais c'est un atout extraordinaire. Mais ça ne nous a pas empêché de s'ouvrir aux autres cultures. Ce qui fait que, par exemple, dans nos écoles, même à l'école maternelle, vous avez le choix entre le français et l'allemand. Dans ma commune où j'habite, vous avez 50% des parents qui choisissent le français et 50% qui choisissent l'allemand. Vous allez dans une administration chez nous, vous pouvez demander vos documents en français, vous pouvez les demander en allemand, même en néerlandais. Et je dirais ça fait partie, je dirais, entre-temps un peu de la culture. Et un des résultats que je peux vous dire pour à quel point je suis convaincu que cette attitude était la bonne, en dehors évidemment des instruments qu'on nous a donnés, c'est que quand on regarde le taux de chômage de ma région, qui est autour de 7 ou 8%. Et quand je regarde Aix-la-Chapelle, qui est tout près, à 5-6 km, et la région liégeoise de l'autre côté, qui est tout près aussi, et qui sont tous les deux entre 10 et 14%, et que j'enlève dans ces régions les bilingues de notre région qui trouvent de l'emploi chez eux, mais je dois constater que pour la jeunesse chez nous, langue égale emploi. Et c'est ça aussi une chose qui est tout à fait claire et manifeste. Et quand on est entouré de gens qui sont majoritairement unilingues ou bien qui ajoutent la langue anglaise comme atout supplémentaire, je prends les petits métiers entre guillemets, mais là aussi on a une réponse tout à fait directe. Le menuisier qui veut faire son petit travail sur Liège, il est